Un président avance seul portant lui-même ses dossiers, sans cortège ni conseiller superflu. À des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré confie la souveraineté économique du Burkina Faso à ses agriculteurs plutôt qu'à des bailleurs étrangers. Deux styles de leadership africain, deux manières d'affronter l'urgence d'un continent, l'un misant sur le capital mondial, l'autre sur la force locale. Et derrière leurs routes divergentes se cache la même promesse, prouver que l'Afrique peut agir, vite et sans permission. L'histoire qui suit n'oppose pas de président, mais deux définitions du mot agir. L'un, au Botswana, transforme la dépendance énergétique en un défi d'ingénierie à 3 milliards de dollars. L'autre, Ibrahim Traoré, fait du Burkina Faso un laboratoire de souveraineté en convertissant l'aide extérieure en crédit local pour 1 million de familles rurales. Leur point commun n'est pas la méthode, mais la pression qu'ils s'imposent, livrer des résultats en temps record, sans délégation inutile, ni excuses bureaucratiques. Ce contraste révèle une question essentielle. L'indépendance africaine dépend-elle du capital extérieur ou de la confiance intérieure ? Chaque décision devient un test de caractère, chaque mois une course contre la montre. Parce que dans ces nations où la maison brûle, les dirigeants n'ont plus le luxe d'attendre. Et celui qui comprend cette urgence tient peut-être la clé d'un continent qui veut prouver, par ses actes, que la souveraineté se construit ici, maintenant. Le tournant décisif est survenu lorsque deux nations africaines ont pris des chemins parallèles vers la même idée, la souveraineté. D'un côté, le Botswana signe un accord énergétique évalué à 3 milliards de dollars, de l'autre, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré mobilise 2,4 milliards de crédits domestiques pour ses agriculteurs. Deux montants presque équivalents, mais deux philosophies radicalement opposées. Au sud, la stratégie repose sur un consortium d'entreprises internationales prêtes à moderniser les centrales électriques vieillissantes. Morupul A en fin de vie d'ici 2027, Morupul B jamais pleinement opérationnel. L'enjeu est vital. Sans électricité, l'économie du Botswana vacille. Les mines s'arrêtent, les usines s'éteignent. Chaque kilowatt compte, chaque mois de retard coûte des millions. Au nord-ouest, le Burkina Faso fait face à une autre urgence. Sortir de décennies de dépendance à l'aide conditionnelle. Plutôt que d'attendre des décaissements lents venus de Bruxelles ou de Paris, le gouvernement injecte ses propres fonds dans un réseau coopératif. 1 million de foyers ruraux, chacun recevant environ 2400 dollars de crédit productif. La logique s'inverse. Le pays ne cherche plus à importer des solutions, mais à capitaliser sur son savoir-faire local. Cette audace économique traduit une conviction plus large. La dignité nationale n'a pas de prix, mais elle exige de la discipline. Botswana et Burkina Faso travaillent désormais à la même vitesse vertigineuse, mais sur des lignes de front différentes. L'un électrise ses villes, l'autre irrigue ses champs. Dans les deux cas, la maison brûle et les présidents, pressés par le temps, refusent de détourner le regard. Au Botswana, le visage de cette transformation porte un nom discret, le président qui lit ses propres dossiers. Lors de ses déplacements, il voyage avec une équipe réduite, sans bataillon ministériel, préférant discuter directement avec les investisseurs. Lorsqu'il affirme « Je suis le diplomate en chef de cette république », il incarne un leadership dépouillé, concentré sur la livraison plutôt que sur le décorum. Sous sa direction, un consortium de sociétés énergétiques internationales, d'une valeur combinée de 150 milliards de dollars, s'engage à moderniser les infrastructures et à garantir l'exportation de 760 MW vers la Zambie et l'Afrique du Sud. Chaque réunion se conclut sur un impératif: réduire les importations, économiser les 3 milliards perdus chaque année et réinvestir localement les gains. À Ouagadougou, la scène est plus modeste mais tout aussi décisive. Ibrahim Traoré réunit les responsables des coopératives agricoles dans un ancien bâtiment administratif. Sur la table, pas de contrat d'aide étrangère, seulement des carnets d'enregistrement biométriques et des cartes de crédit rural. Le message est clair, l'argent de l'Afrique doit circuler en Afrique. En quelques mois, les premiers bénéficiaires affichent des taux de remboursement supérieurs à 90%, signe que la confiance produit du rendement. Ces deux dirigeants, aux contextes opposés, partagent pourtant la même conviction. La souveraineté ne se déclare pas, elle se prouve.
Tout commence par un constat brutal. La maison brûle. Au Botswana, la flamme prend la forme d'un déficit électrique chronique. Chaque année, 3 milliardaires s'envolent vers l'Afrique du Sud pour acheter l'énergie manquante. La centrale de Morupul A touche à sa fin, Morupul B fonctionne à moitié, le pays court vers le mur. Alors, le président s'assoit avec les investisseurs. Pas de discours, pas de protocole, juste des chiffres, des échéances, des promesses à tenir. Un calendrier se dessine. En 3 ans, le Botswana doit passer du statut d'importateur à celui d'exportateur net. Le ton change. Réunions nocturnes, audit quotidien, équipe réduite. Chaque jour compte, chaque erreur coûte. Les ingénieurs cartographient les lignes à rénover. Les experts financiers ferment les fuites budgétaires. La nation s'aligne sur un objectif unique, sauver la lumière. Mais à 3000 km au nord-ouest, une autre urgence éclate. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré lance son propre chantier sans investisseurs étrangers. Le pays détourne 2 à 4 milliards d'euros d'aide conditionnelle vers un fonds de crédit rural. 1 million de familles y accèdent. Chaque prêt porte une signature biométrique, une promesse de récolte. Les coopératives remplacent les banques. Les champs deviennent les nouveaux laboratoires du développement. En moins d'1 an, le taux de remboursement atteint 92%. Les rendements agricoles bondissent de 30%. L'argent reste sur place, la dignité aussi. Pendant que le Botswana trace ses lignes de transmission, le Burkina Faso force et puis installe 10 000 pompes solaires, construit 1500 unités de stockage. 2 pays, 2 feux, 2 vitesses. L'un lutte contre l'obscurité, l'autre contre la dépendance. Tous deux courent, à bout de souffle mais lucides. Puis vient le moment du basculement. Au Botswana, les premiers mégawatts circulent. Les lumières s'allument dans les mines, les subventions fondent, la presse internationale parle de miracle énergétique. Au Burkina Faso, les récoltes remplissent les silos communautaires. Les marchés se stabilisent, les prix chutent, la dépendance alimentaire diminue. Les 2 nations respirent, elles ne se comparent plus, elles s'inspirent. Leurs dirigeants ne se regardent pas en rivaux, mais en compagnons de route. Car au cœur de leur course contre le temps, une vérité simple s'impose. La souveraineté n'a pas de modèle unique. Les chiffres parlent avec plus de clarté que n'importe quel discours. Au Botswana, la dépendance énergétique coûtait 3 milliards d'euros par an, une fuite de capitaux qui équivalait à près de 10% du PIB national. Chaque kilowatt importé représentait une portion de souveraineté perdue. Depuis la signature du partenariat industriel, les importations ont diminué de 35% en 18 mois, soit l'équivalent d'1 milliard de dollars réinjectés dans l'économie domestique. Ces économies permettent désormais de financer les subventions agricoles et de réduire la dette publique, preuve que la souveraineté énergétique peut devenir un moteur budgétaire. Deuxième repère, la capacité de production. Avant la réforme, les centrales du Botswana ne livraient que 240 MW disponibles sur les 600 MW installés. Après la mise à niveau partielle des lignes de transmission, la disponibilité a atteint 500 MW. Cela signifie que le pays couvre enfin 85% de sa demande interne et prépare l'exportation de 760 MW d'ici 2027. Chaque mégawatt gagné correspond à des milliers d'emplois sauvegardés, des usines rallumées et un tissu industriel stabilisé. Au Burkina Faso, les résultats prennent une forme différente, celle du rendement agricole. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le programme de crédit rural a permis d'accroître la productivité des 5 chaînes de souveraineté, mil, sorgho, maïs, riz et coton. Les rendements ont progressé de 30 à 50% selon les régions, une hausse historique dans un pays classé parmi les 10 plus vulnérables au climat sahélien. Cette croissance s'accompagne d'une réduction estimée à 200 millions de dollars par an des importations alimentaires. Chaque tonne produite localement représente non seulement une économie directe, mais aussi une affirmation symbolique. L'Afrique peut nourrir l'Afrique. Troisième indicateur, la discipline financière. Le taux de remboursement moyen des crédits agricoles atteint 92%, contre 68% dans les anciens programmes d'aide. Derrière ce chiffre, il y a une révolution culturelle. Les paysans se considèrent désormais comme des investisseurs. Chaque remboursement est célébré publiquement, chaque défaut analysé collectivement. Le cycle se referme. 85% des fonds initiaux sont recyclés chaque année, créant un système quasi autonome. Ainsi, les données de terrain confirment la même dynamique.
Le Botswana regagne sa lumière, le Burkina Faso regagne sa dignité. L'énergie et l'agriculture deviennent les deux battements d'un même cœur économique, reliés par une logique simple. Garder la richesse entre ses propres mains. Les critiques des deux modèles ne manquent pas, et chacune mérite d'être entendue. Les partisans du Botswana défendent l'ouverture internationale. Selon eux, la souveraineté ne signifie pas l'isolement. Un pays dépourvu de technologies de pointe et de capital industriel ne peut espérer se moderniser qu'en attirant des investisseurs solides. Dans cette logique, la signature d'un consortium à 150 milliards de dollars n'est pas un renoncement, mais un raccourci vers la compétence. L'État conserve la maîtrise du projet, contrôle les termes du contrat et récupère à terme une infrastructure nationale modernisée. C'est, disent-ils, la souveraineté par le partenariat, un pragmatisme qui transforme la dépendance en levier. Les défenseurs du modèle burkinabé, à l'inverse, rappellent que chaque dollar venu de l'extérieur porte une condition invisible. Selon eux, la souveraineté authentique ne peut être achetée ni louée, elle se construit. Ibrahim Traoré illustre ce point. En réaffectant 2,4 milliards d'heures d'aide étrangère vers un crédit interne, il rompt la chaîne de tutelle qui liait son pays au bailleur. Leur argument repose sur la confiance dans le capital humain. Des millions de micro-investisseurs locaux valent plus qu'un seul partenaire international. C'est la souveraineté par la communauté. Lente, exigeante, mais durable. Pourtant, une troisième lecture s'impose. Les données montrent que les deux approches produisent des résultats mesurables, chacune dans son domaine. Le Botswana réduit sa dépendance énergétique de 35%. Le Burkina Faso économise 200 millions d'importations alimentaires par an. Ces succès ne s'excluent pas, ils se complètent. L'un bâtit la puissance industrielle, l'autre la sécurité vivrière. Opposer ces stratégies reviendrait à nier la complexité du continent. La leçon du Stillman n'est donc pas de choisir un camp, mais de reconnaître que la souveraineté africaine sera plurielle ou ne sera pas. Deux pressions, un même feu, c'est là que tout bascule. La transformation ne dépend pas seulement du modèle choisi, mais du type de pression que chaque nation affronte. Au Botswana, la menace est mesurée en mégawatts. Si rien n'est fait, les usines s'éteignent, les mines ferment, l'économie s'effondre. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré fait face à une autre urgence, la dignité différée, la souveraineté toujours conditionnée à l'approbation étrangère. Là où le Botswana doit livrer pour garder la lumière, le Burkina Faso doit prouver qu'il peut livrer sans permission. Deux formes de pression, l'une économique, l'autre morale. Mais toutes deux imposent la même discipline, courir à une vitesse vertigineuse, vieillir plus vite que son mandat, ne jamais ralentir. Et si la véritable fracture du continent ne se situait pas entre les modèles, mais entre ceux qui agissent et ceux qui attendent? À ce point de l'histoire, l'opposition cesse d'être idéologique. Elle devient existentielle. Ce n'est plus un débat sur la méthode, mais sur le courage. Les effets des deux modèles se mesurent déjà sur le terrain. Pour les citoyens, d'abord, au Botswana, la stabilité énergétique réduit les coupures de courant qui paralysaient les foyers. Les factures d'électricité baissent de 15%, tandis que les importations diminuent. Les ménages perçoivent pour la première fois les bénéfices tangibles d'un projet d'infrastructure nationale. Au Burkina Faso, l'accès au crédit transforme les vies rurales. Plus de 200 000 familles sortent de l'endettement informel, leurs revenus progressent de 25% en moyenne. Là où hier l'attente dominait, la responsabilité individuelle émerge. Pour les entreprises, la dynamique est tout aussi frappante. Les mines et industries botswanaises reprennent leur activité à plein régime. Les exportations minières bondissent de 8% sur un an, soutenues par un approvisionnement local en énergie. Cette relance stimule la logistique, les services, la construction. Dans le Sahel, les micro-entreprises burkinabais profitent d'un effet domino. Davantage de production agricole signifie davantage de transport, de stockage, de transformation. Les coopératives se structurent dans fédérations régionales capables de négocier les prix et d'investir collectivement. Chez les agriculteurs, le changement est plus profond encore. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, les prêts liés à la récolte créent un nouveau contrat social. Les agriculteurs deviennent des acteurs de crédit et non plus des bénéficiaires passifs. Les taux de remboursement de 92% traduisent une fierté retrouvée, celle d'être digne de confiance, bancable auprès de leur propre nation. Ce basculement psychologique pourrait bien être la racine la plus durable de la souveraineté.
À l'échelle régionale, enfin, les répercussions s'étendent. Le Botswana prépare l'exportation de 760 MW vers la Zambie et l'Afrique du Sud, inversant la logique historique des flux énergétiques. Le Burkina Faso, de son côté, inspire ses voisins du Niger et du Mali à créer des fonds de crédit agricole communs adossés à leurs propres ressources. Deux modèles, deux rayonnements, l'un par la puissance des infrastructures, l'autre par la contagion de la confiance. Les institutions africaines commencent à étudier ces expériences parallèles comme les deux faces d'une même monnaie, celle d'une autonomie construite sur mesure. Les résultats, déjà mesurables, dessinent un message simple. Qu'il s'agisse d'électricité ou de blé, la richesse ne vaut que lorsqu'elle circule à l'intérieur du pays. L'avenir des deux trajectoires dépendra des 12 prochains mois, période décisive où chaque modèle sera mis à l'épreuve. Voici maintenant scénario de base, présenté de manière naturelle. Les deux programmes continuent à livrer avec des ajustements mesurés. Au Botswana, la modernisation de Morupulbé atteint sa pleine capacité, portant la production nationale à 600 MW stable. Le pays atteint enfin l'autosuffisance énergétique promise. Au Burkina Faso, les taux de remboursement se maintiennent autour de 90%, assurant la continuité du fonds de crédit rural. Les rendements agricoles progressent légèrement, soutenus par des investissements communautaires supplémentaires. Le continent y voit deux réussites complémentaires, chacune adaptée à ses contraintes. Voici maintenant scénario optimiste, présenté de manière naturelle. La spirale vertueuse s'accélère. Le Botswana commence à exporter vers ses voisins dès la fin de l'année, consolidant sa position comme fournisseur régional d'énergie. Les économies issues des subventions supprimées financent la diversification industrielle. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré étend le modèle à d'autres secteurs. Pêche, artisanat, transformation locale. La souveraineté économique devient un principe directeur, inspirant une nouvelle doctrine de développement africain centrée sur la maîtrise interne des capitaux. Voici maintenant scénario critique, présenté de manière naturelle. La pression devient trop forte. Des retards techniques ou des tensions sociales pourraient freiner la cadence. Un afflux de crédits mal géré ou un défaut collectif mettrait à l'épreuve la solidité du système burkinabé. Au Botswana, une panne majeure ou un retrait d'investisseurs renverrait la nation à sa dépendance initiale. Ces risques ne sont pas théoriques. Ils rappellent que la souveraineté exige autant de rigueur que de vision. Face à ces trois futurs possibles, une idée s'impose. La réussite n'appartiendra ni à la vitesse ni à la taille du projet, mais à la capacité des dirigeants africains à relier les outils aux besoins réels. Au-delà des chiffres et des projets, il reste une dimension souvent négligée, ce que ces choix disent de nous. Quand un président du Botswana réduit sa délégation pour lire lui-même ses dossiers, il envoie un message silencieux à chaque citoyen. Je prends ma part de responsabilité. Quand Ibrahim Traoré confie des milliards à des agriculteurs sans intermédiaire, il dit à son peuple « Je crois que vous en êtes capable ». Ces gestes, simples en apparence, reconfigurent le lien entre gouvernants et gouvernés. Dans les villages du Burkina Faso, le mot crédit ne rime plus avec dépendance, mais avec confiance. Chaque récolte remboursée devient une preuve vivante que la dignité peut se cultiver. Au Botswana, chaque ampoule rallumée dans une mine ou une école traduit la même idée. La souveraineté n'est pas une théorie, c'est une lumière qui brille chez soi. Et dans cette lumière, beaucoup d'Africains reconnaissent enfin leur propre reflet. Pour le spectateur, la leçon n'est pas lointaine, elle questionne notre rapport au pouvoir, à l'effort collectif, à la patience. Sommes-nous prêts à soutenir ceux qui construisent lentement, sans promesses spectaculaires, mais avec constance? Sommes-nous capables d'investir notre confiance avant d'attendre des résultats? Parce que ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso et le Botswana. C'est la réécriture du mot leadership. Un leadership qui se mesure non à la hauteur des discours, mais à la clarté des résultats. L'indépendance n'est pas un slogan, c'est une méthode. Et cette méthode, les deux nations en tracent les contours avec une précision chirurgicale. Voici maintenant première étape, présentée de manière naturelle, mesurée. Au Botswana, chaque mégawatt produit est désormais suivi en temps réel par un tableau de bord national. Au Burkina Faso, chaque prêt agricole est enregistré, géolocalisé et validé par signature biométrique. La transparence devient la première garantie de souveraineté. Voici maintenant deuxième étape, présentée de manière naturelle,
Responsabilisé, Ibrahim Traoré a déplacé le centre de gravité du pouvoir économique des bailleurs vers les coopératives. Chaque district rural dispose d'un comité de gestion chargé de contrôler les flux et les remboursements. Au Botswana, les équipes techniques locales remplacent progressivement les superviseurs étrangers. La compétence se nationalise, la confiance s'installe. Voici maintenant troisième étape, présentée de manière naturelle. Multiplier les succès pilotes ne suffisent pas. Les deux gouvernements préparent l'extension de leur modèle. Exportation énergétique au sud, expansion du crédit productif au nord, chaque réussite locale doit devenir un modèle reproductible, adapté aux réalités de terrain. Voici maintenant quatrième étape, présentée de manière naturelle, maintenir le cap. La discipline est le ciment de ces réformes. Mesurer, corriger, répéter. C'est la seule équation qui transforme l'urgence en stabilité. Les dirigeants africains découvrent que la souveraineté n'est pas un aboutissement, mais une habitude quotidienne. La feuille de route est claire, rendre le progrès mesurable, la dignité visible et la souveraineté contagieuse. Dans la salle sobre où Ibrahim Traoré signait les premiers carnets biométriques, la lumière était vacillante. Pas celle des caméras, mais celle d'un néon accroché au plafond d'un vieux bâtiment administratif. Quelques kilomètres plus au sud, un ingénieur du Botswana observait la remise en marche d'une turbine, symbole d'un autre type de clarté. Deux scènes, un même éclat, celui d'une Afrique qui recommence à croire en elle-même. Le président, qui lit ses propres dossiers, et le soldat devenu chef d'État partagent une vérité silencieuse. Gouverner, c'est rendre visible ce qui était invisible. Chaque dossier lu sans conseiller, chaque prêt signé sans intermédiaire est une victoire sur la dépendance. Ces gestes minuscules, alignés jour après jour, finissent par dessiner une révolution tranquille. Ce n'est pas un choc de modèle, mais une symphonie de responsabilité. Quand les turbines tournent et que les récoltes montent, c'est la même musique, celle de la souveraineté en mouvement. Et derrière cette harmonie fragile se dresse une conviction simple. Le courage précède toujours la lumière. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement une comparaison entre deux nations. C'est un miroir tendu à chacun de nous. Le Botswana et le Burkina Faso prouvent que la souveraineté n'est pas un privilège d'élite, mais une responsabilité collective. Quand Ibrahim Traoré dit que l'argent de l'Afrique doit circuler en Afrique, il ne parle pas que d'économie. Il parle de fierté, de confiance et d'avenir. Chaque citoyen, chaque entreprise, chaque communauté peut choisir d'agir à son échelle, de lire ses propres dossiers, de prendre ses propres décisions. Soutenir ces récits, c'est soutenir une idée, celle d'un continent qui se construit sans permission. L'histoire que vous partagez aujourd'hui façonne la mémoire de demain. Alors, si ces trajectoires vous inspirent, laissez un mot, un remerciement, un signe, parce qu'à travers vos voix, ce sont leurs efforts qui continuent de vivre. Et vous, quelle lumière voulez-vous rallumer dans votre propre maison ?